Cet homme est un teutologiste. Les animaux qu'il étudie sont bien plus extraordinaires que tous les extraterrestres que nous pouvons imaginer. Selon la définition du dictionnaire, les céphalopodes sont des carnivores au corps mou qui portent sur la tête entre 8 et 10 pieds et qui se déplacent en propulsant de l'eau par un siphon. Pour les observer, le teutologiste doit évidemment se jeter à l'eau. Cet étrange petit sous-marin ne dispose ni de harpon, ni de torpille. Les animaux qu'il étudie n'ont rien de terrifiant. Il s'agit simplement de l'une des 10 espèces de calamars qui peuplent notre planète, le calamar de récif des Caraïbes. Pour le commun des mortels, le calamar n'a souvent qu'un simple intérêt culinaire. Mais depuis plus de 12 ans, Arcadio Rodanisch en a fait son sujet d'étude privilégié. Le sous-marin électrique n'est utilisé que dans le cadre des missions préliminaires d'observation. Il permet de balayer rapidement et très précisément de grandes étendues sous-marines pour vérifier si le milieu est bien propice aux calamars. Première rencontre, une raie pastenaque typique de ces eaux tropicales. De toute évidence, le fond de corail dans cette zone n'est pas très développé. Ici et là, des algues et quelques rares poissons. Arcadio comprend très vite qu'il a très peu de chances de trouver des calamars ici. En dépit des apparences, le corail est un animal. Chaque espèce qui compose le fond corallien peut servir de nourriture à certains poissons. Et surtout, un corail en bonne santé favorise la prolifération d'algues microscopiques qui sont à la base de l'alimentation de très nombreux poissons végétariens. Ces poissons de récif sont la proie des poissons carnivores et aussi, bien sûr, des calamars. La courte mission d'exploration est terminée. La répartition géographique des calamars de récif des Caraïbes a encore gagné en précision. Nous sommes en Amérique centrale, sur la côte atlantique du Panama, tout près du fort de Portobello, construit il y a 400 ans par les Espagnols. La construction de ce fort, entièrement fait de coraux, provoqua à l'époque une modification importante des récifs alentours. Arcadio Rodanisch est panaméen. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé comme chercheur scientifique dans une base de recherche sous-marine du Smithsonian Institute. Depuis peu, il est à la retraite, mais continue à plonger régulièrement pour observer les calamars. Avec Lévis, son assistant de longue date, ils discutent du prochain lieu d'exploration. Le choix se porte sur une petite baie dans laquelle il n'a pas encore plongé. Pour se rendre à l'endroit choisi sur la carte, Arcadio utilise un GPS, un appareil de positionnement directement relié à des satellites. Il ne lui reste qu'à préciser la latitude et la longitude du lieu
et le GPS lui indiquera la route à suivre. Le Panama se situe à mi-distance entre l'équateur et le tropique du Cancer. Nous sommes au mois d'avril. C'est le début de la saison des pluies. Le temps devrait commencer à se dégrader. Pourtant, aujourd'hui, les vents ne sont pas au rendez-vous. La virée en barque d'une vingtaine de milles s'annonce agréable. Sur la route, Arcadio croise des régions où il a plongé des dizaines de fois. Elles fourmillent de poissons de récif qui attirent de nombreux calamars. Quelques milles plus au sud, le GPS lui signale qu'il est bien arrivé à l'endroit choisi. D'expérience, Arcadio pressent que le site est favorable. D'abord, parce qu'il est loin de toute activité humaine. Dans les zones de pêche des Indiens Kuna, de nombreux calamars sont utilisés comme appât. Par voie de conséquence, ils ont quasiment disparu près des villages. D'autre part, le fond corallien est situé à environ 2 à 3 mètres de profondeur. L'intuition d'Arcadio est rapidement confirmée par les faits. À peine a-t-il mis la tête sous l'eau qu'il se trouve nez à nez avec un calamar isolé. Accroché à la poupe de son bateau propulsé à faible allure, il continue pourtant d'observer le fond. Pendant la journée, les calamars sont rarement isolés. Pour pouvoir rester plus longtemps en observation, Arcadio plonge avec des bouteilles. Son assistant le rejoindra plus tard en apnée. À l'approche d'un intrus de grande taille, les calamars ne réagissent pas toujours par la panique et la fuite. Arcadio a l'impression que leurs énormes yeux, situés de chaque côté de la tête, le dévisagent littéralement. L'aspect de l'animal est des plus étranges. Outre ses 10 tentacules, il présente à l'arrière une masse ovale que l'on appelle le corps et qui renferme les organes de digestion et de reproduction.
Quand un calamar est un peu inquiet, il incline son corps vers le haut ou vers le bas. Ainsi, il est prêt à prendre la fuite ou à se précipiter vers un banc de sardinelles ou de petits herrings. Avec les crevettes et autres petits crustacés, les poissons de petite taille vivant en banc constituent leur nourriture préférée. Les nageoires latérales, sans cesse en mouvement, permettent au calamar de se maintenir immobile et de se déplacer en avant ou en arrière à vitesse modérée. Juste en dessous et en arrière de la tête se trouve la botte secrète du calamar, l'entonnoir. L'eau aspirée sous le manteau lors de la respiration est refoulée par l'entonnoir. Quand elle est rejetée doucement, elle permet de maintenir le corps dans une position stable. Mais en cas de panique, cet hydroréacteur naturel est à l'origine de vitesses de fuite fulgurantes, mais cette fois-ci, toujours en marche arrière. Au moindre dérangement anormal de leur environnement, les calamars réagissent en changeant immédiatement de couleur. Leur peau, richement innervée, est recouverte de différents types de cellules spécialisées dans la fabrication de pigments. Si la peau des hommes fonce sous l'action du soleil, celle des calamars peut changer instantanément de couleur sous simple influence nerveuse. Mais les diverses positions des tentacules expriment aussi l'état psychique de l'animal. Pendant la journée, les calamars vivent en bancs de plusieurs dizaines d'individus. Certes, leur vue est excellente. Mais s'ils restent en groupe, ils multiplient leurs chances de repérer un prédateur, barracuda ou autre gros poisson carnivore. Si des petits poissons passent dans les parages, il arrive qu'un calamar quitte le banc et s'approche délicatement. Regardez bien, la scène est très rapide. Au dernier moment, il fonce sur sa proie en marche avant et la capture avec les ventouses de ses tentacules. Sa bouche, située entre les tentacules, est munie d'un bec qui décortique la proie. Très souvent, Arcadio utilise un assistant comme rabatteur de calamars. En certaines occasions, l'assistant peut aussi provoquer un stress chez l'animal qui va l'exprimer en changeant de couleur. Il existe une couleur dite de base chez l'animal qui n'est pas perturbée. Elle est légèrement marron et tachetée de petits points blancs avec souvent une ligne longitudinale blanche sur le dos. Quand le calamar est un peu inquiet, il peut former à l'arrière de son corps deux taches noires ressemblant à de gros yeux. Ce phénomène, qui se rencontre chez de nombreuses espèces animales, est censé impressionner un éventuel agresseur. En vérité, les observations d'Arcadio ont démontré que cela reste sans effet sur les prédateurs. Autre manière de manifester son inquiétude, passer de la marche avant à la marche arrière, celle qui permet les vitesses les plus rapides. Quand l'inquiétude se fait plus forte, le calamar passe par différents stades de couleur et de posture corporelle. Mais l'ordre des séquences n'est pas fixé. Cet individu commence par se colorer en jaune, les tentacules courbés vers le bas.
puis apparaissent des barres transversales. Enfin, les tentacules forment un V vertical et l'animal finit par prendre une couleur blanche uniforme. En cas d'agression caractérisée, comme par exemple un brusque mouvement de la main, le calamar rejette de l'encre que l'on appelle aussi le noir. Ce liquide, sécrété par une glande de l'intestin, est un leurre capable de distraire le prédateur de sa proie. Il semblerait aussi que ce produit provoque chez les poissons un trouble de l'odorat et de la vision. Comme on pouvait s'y attendre, le comportement sexuel des calamars est lui aussi haut en couleur. Depuis plusieurs heures, le mâle, plus petit, danse d'avant en arrière au-dessous de la femelle. L'accouplement lui-même est à la mesure de l'étrangeté de l'animal. Grâce à l'un de ses deux bras spécialisés dans les relations sexuelles, appelé ectocotyle, le mâle saisit des spermatozoïdes à la sortie de son entonnoir et les plaque entre les yeux de la femelle, qui les placera à l'aide de ses tentacules dans son orifice reproducteur. Arcadio Rodaniche ne l'a observé directement que 4 fois en 12 ans. L'image exceptionnelle qui va suivre a dû être ralentie. L'accouplement des calamars est l'un des plus rapides du monde animal. Régulièrement, Arcadio s'éloigne un peu de la mer pour se plonger dans la forêt tropicale panaméenne. Ici, le scientifique cède la place à l'artiste. Arcadio a toujours aimé peindre ou dessiner. La nature est sa principale source d'inspiration. Arcadio n'a cessé d'utiliser ses talents pour mettre sur papier les postures ou les colorations des calamars. On est bien loin des gravures des siècles passés qui décrivaient les calamars géants comme de véritables monstres marins, aussi hideux que cruels. En fait, ces géants existent bel et bien, mais uniquement dans les profondeurs abyssales. Les plongées de nuit sont de loin les plus impressionnantes. Arcadio recherche les calamars à l'aide d'une lampe électrique. Les fonds marins éclairés par le faible faisceau offrent toujours un spectacle fascinant.
La nuit, les poissons restent en banc, mais les calamars ont tendance à s'isoler pour chasser chacun de leur côté. Ils sont apparemment aussi actifs de nuit que de jour. Les calamars ne sont pas attirés directement par la lumière, mais par les petits poissons ou crustacés qui, eux, s'en approchent spontanément. Sous la lumière de la lune, il semblerait que les calamars adoptent une parure nocturne quasiment transparente. Celui-ci, dérangé par les visiteurs, se pare d'une robe de stress de moyenne intensité. Barre marron sur le corps, suivie d'un V vertical puis horizontal des tentacules. En présence d'une algue flottante appelée sargasse, Arcadio a pu observer qu'avec ces barres et ce V, les calamars deviennent véritablement mimétiques. Après 12 années d'observations assidues, Arcadio continue encore à plonger. Comment se lasser d'un spectacle aussi fascinant ? Arcadio Rodaniche est passionné par son sujet d'étude. Mais il le reconnaît lui-même, les calamars ne dévoilent pas facilement les secrets de leur mode de vie. Les chercheurs ne peuvent pas marquer ces animaux dans leur milieu naturel, tellement leur peau est fragile, et cela ne facilite guère leurs recherches. Ils estiment cependant que les calamars ne vivent pas très longtemps, quelques mois tout au plus. Restent leurs extraordinaires colorations de la peau. Correspondent-elles à des émotions successives ou s'agit-il aussi, comme le pensent certains chercheurs, d'un langage entre individus? Tout reste encore à démontrer. Pour Arcadio, une chose est certaine. Les animaux qu'il observe depuis si longtemps l'ont aussi observé. Et leur regard n'a rien de celui d'un poisson. Il est intelligent.